Certains silences pèsent plus lourd que les mots. Quand on est mère, on fait des choix qui paraissent incompréhensibles aux autres. Mais parfois, il faut se taire, pour mieux protéger. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Le ciel au-dessus de Bordeaux était d'un bleu franc, sans un nuage, et l'air sentait la lavande et les tartes encore chaudes sorties des cuisines voisines. C'était le mariage de mon fils, Julien, mon seul enfant. J'étais là, debout à l'arrière de la petite église en pierre, les mains jointes devant moi, le cœur étrangement calme mais le ventre noué. Tous souriaient, moi aussi, bien sûr. J'ai appris à sourire même quand le cœur se fend. Julien était magnifique dans son costume bleu nuit, les cheveux légèrement ébouriffés par le vent d'été. Il ne m'a pas vue tout de suite. Quand il s'est retourné, son regard a croisé le mien, et j'ai vu une lueur. De la tendresse, oui, mais aussi une distance. Je l'ai sentie, même si personne ne semblait la remarquer. Elle s'était installée depuis quelque temps déjà. Depuis que son père est parti, Jean, mon mari pendant 33 ans. Un homme solide, silencieux, un peu bourru. Pas toujours facile, mais toujours droit. Quand il est mort, il a laissé un testament, pas compliqué. Tout pour Julien, à la seule condition qu'il soit marié. Pour qu'il ne dilapide pas tout avec une aventure de passage, avait écrit Jean, typique de lui. Et moi, dans tout ça. Une maison, certes, mais surtout, un secret. Le matin du mariage, j'ai ouvert la boîte en bois cachée au fond de la commode, celle que Jean m'avait laissée, et j'ai relu la lettre. Ses mots, sa confiance en moi. Dis-lui tout quand tu jugeras que c'est le bon moment, pas avant. Je compte sur ton jugement. J'ai rangé la lettre, doucement, comme si je rangeais une partie de moi-même. Je n'ai rien dit ce jour-là, ni le jour suivant, ni pendant la lune de miel. J'ai gardé le silence, parce que je savais. Je savais que ce n'était pas encore le moment. Et, surtout, je savais quelque chose que Julien ignorait. La femme qu'il épousait n'était pas celle qu'il croyait. Elle s'appelait Camille, 32 ans, grande, élégante, toujours un mot doux pour tout le monde. Le genre de femme qu'on admire facilement. Moi-même, au début, j'ai cru qu'elle était un rêve pour Julien. Elle semblait le comprendre, le soutenir, l'apaiser même. Mais il y avait des choses que seule une mère remarque, des détails, des regards, une façon de détourner la conversation quand Julien parlait de ses projets, une tension dans les mâchoires, quand elle croyait qu'on ne la regardait pas. Je me souviens de la première fois où j'ai douté. C'était à Noël, l'année précédente. Camille avait offert à Julien un séjour dans un hôtel de luxe à Chamonix. Très cher, trop cher. Et pourtant, elle n'avait pas encore trouvé de travail stable depuis qu'ils étaient ensemble. Assistante de galerie, disait-elle, mais jamais la même 2 mois de suite. Julien, lui, venait de quitter un poste d'ingénieur dans une entreprise de technologie, une décision que je n'avais jamais vraiment comprise, pour se lancer à son compte. J'avais peur qu'il soit trop confiant. Il avait toujours été un rêveur, mon fils, mais pas imprudent, jusqu'à ce qu'il tombe amoureux. Je me taisais, je regardais, et je comptais les jours. Le notaire m'avait dit, dès que Julien sera marié légalement, l'héritage sera débloqué. Vous serez libre de lui remettre les documents. Mais la voix de Jean me revenait sans cesse, quand tu jugeras que c'est le bon moment. Et ce moment n'était pas encore venu. Le soir du mariage, tout le monde riait, dansait, buvait du vin rouge et mangeait du magret de canard sous les guirlandes de lumière dans le jardin. J'étais assise seule, un verre de champagne tiède à la main. Camille est venue vers moi, les joues roses de bonheur, ou d'alcool, peut-être les deux, et m'a prise dans ses bras. Elle m'a chuchoté à l'oreille « Merci, Marie, pour tout. Julien est tellement chanceux de t'avoir. » Elle m'a embrassée sur la joue. J'ai souri. Mais quelque chose, dans la manière dont elle a dit mon prénom, m'a glacée, trop lisse, trop préparée, comme si elle récitait un texte. Ce n'est que bien plus tard dans la nuit, alors que les invités s'étaient dispersés et que Julien était allé chercher sa valise pour partir à l'hôtel avec Camille, que j'ai retrouvé un objet étrange dans le salon. Un petit carnet à la couverture de cuir, posé derrière un coussin. Je l'ai ouvert, par réflexe. Il appartenait à Camille. Et ce que j'y ai lu a changé tout le cours de ma nuit. Des listes, des noms, des montants. Rien de très clair, mais assez pour deviner. Camille tenait un registre. De quoi exactement ? Je ne savais pas encore. Mais ce n'était pas un journal intime. C'était
une comptabilité ou une stratégie, des annotations codées, des initiales, des dates, et le nom de Julien y apparaissait plusieurs fois. J'ai refermé le carnet, le cœur battant, puis je l'ai glissé dans ma poche. À cet instant, une voix s'est élevée dans le couloir. « Julien. Maman, tu es là ?» Je me suis retournée, le visage calme. « Oui, mon chéri. » Je rangeais un peu avant de partir. Il m'a embrassé rapidement sur le front. « Merci pour tout. C'était parfait. Camille t'adore, tu sais. » J'ai acquiescé en silence. Quand la porte s'est refermée derrière lui, j'ai enfin expiré. Et dans cette expiration, j'ai compris que j'allais devoir attendre, observer, comprendre, protéger Julien, quoi qu'il m'en coûte, parce que l'héritage, ce n'était pas seulement de l'argent, c'était la dernière trace de son père, et je ne laisserai personne l'utiliser contre lui. Les jours qui ont suivi le mariage ont été étranges, calmes, presque trop. Julien et Camille étaient là partis pour un court séjour à Arcachon, dans un hôtel en bord de mer. Je recevais des messages de Julien, des photos de coucher de soleil, des huîtres fraîches, des sourires. Et pourtant, chaque image me donnait l'impression qu'on me montrait une vitrine soigneusement décorée. Trop belle, trop parfaite. Je n'ai rien dit, comme toujours. Mais je relisais le carnet, tous les soirs, en silence, assise dans la cuisine. Il était cryptique, oui, mais pas impossible à décrypter. Camille y avait noté, à la main, plusieurs initiales suivies de dates. JB 1402 500 €, CL 2203, clé remise. Puis, plus bas, J, dossier transmis, priorité, héritage. Ce dernier mot était souligné 2 fois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé une ancienne collègue à moi, Béatrice, qui travaillait encore au tribunal administratif. Je lui ai simplement demandé « Tu saurais comment vérifier les antécédents juridiques d'une personne ?» Discrètement, elle n'a pas posé de questions. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé. « Marie, tu as raison d'être prudente. Cette femme a été impliquée dans 2 litiges, jamais condamnée, mais des affaires un peu troubles. L'une d'entre elles concernait un conflit d'intérêts dans une association de femmes d'affaires. Rien de criminel, mais assez pour faire lever un sourcil. Je l'ai remerciée, le cœur battant. Je savais désormais que mon intuition n'était pas une lubie de vieille mère possessive. Le soir où Julien et Camille sont revenus, j'ai préparé un dîner simple, soupe aux lentilles, pain croustillant, un peu de fromage. Camille a complimenté le vin. Julien a ri, a parlé de leur séjour, des projets de freelance qu'il avait. Il semblait heureux, vraiment. Et je me suis sentie cruelle, paranoïaque même. Puis, au dessert, Camille a posé sa fourchette et m'a regardée. « Marie, je voulais te poser une question, depuis un moment. » Elle a pris une gorgée de vin, lentement. Genre, ton mari, il avait laissé quelque chose à Julien, non? Un héritage? Il en avait parlé une fois, je crois. Le silence s'est abattu sur la table. Julien a rougi légèrement. Oui, enfin, papa avait dit qu'il voulait me transmettre quelque chose, mais il ne m'a jamais parlé de mon temps. Camille a souri, un peu trop calmement. Bien sûr, je me demandais juste. C'est ton fils, après tout. Il a le droit de savoir. J'ai levé les yeux vers elle, lentement. Il saura, quand ce sera le bon moment. Elle n'a pas répondu, mais je l'ai vue serrer sa serviette un peu trop fort. Et Julien, lui, regardait son assiette. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas encore ce qui se jouait entre nous. Ce soir-là, après leur départ, j'ai ouvert à nouveau la boîte dans la commode. J'ai relu la lettre de Jean. Et j'ai sorti les documents. L'acte notarié, la copie du testament, les détails bancaires du compte en Suisse, le compte que Jean avait ouvert dans les dernières années de sa vie, pour préserver une part de ce que j'ai construit, avait-il dit. J'ai tout relu, et j'ai pris une décision. Je n'allais rien dire, pas encore, parce que Julien était amoureux, aveuglé, et je savais, au fond de moi, que Camille ne voulait pas l'aimer. Elle voulait le posséder, et tout ce qui venait avec. Mais je savais aussi que je ne pourrais pas garder ce secret éternellement. Alors j'ai pris une clé, j'ai ouvert le tiroir du bas, et j'ai sorti une enveloppe vierge. J'y ai glissé une copie des documents. J'ai écrit au dos, de ma plus belle écriture, à ouvrir seulement si quelque chose m'arrive. Et je l'ai caché dans la bibliothèque, derrière le 3e volume de Balzac. J'ai fait ce que Jean aurait fait. J'ai protégé notre fils, avec les armes que j'avais, mais je sentais que le calme n'allait pas durer. Camille ne renonçait pas si facilement, et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'elle aussi avait ses secrets,
et qu'ils allaient bientôt me forcer à faire un choix terrible. Les jours qui ont suivi le mariage ont été étranges, calmes, presque trop. Julien et Camille étaient au parti pour un court séjour à Arcachon, dans un hôtel en bord de mer. Je recevais des messages de Julien, des photos de coucher de soleil, des huîtres fraîches, des sourires. Et pourtant, chaque image me donnait l'impression qu'on me montrait une vitrine soigneusement décorée. Trop belle, trop parfaite. Je n'ai rien dit, comme toujours. Mais je relisais le carnet, tous les soirs, en silence, assise dans la cuisine. Il était cryptique, oui, mais pas impossible à décrypter. Camille y avait noté, à la main, plusieurs initiales suivies de dates. JB, 1402, 500 €, CL, 2203, clé remise. Puis, plus bas, J, dossier transmis, priorité, héritage. Ce dernier mot était souligné 2 fois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain, j'ai appelé une ancienne collègue à moi, Béatrice, qui travaillait encore au tribunal administratif. Je lui ai simplement demandé « Tu saurais comment vérifier les antécédents juridiques d'une personne ?» Discrètement, elle n'a pas posé de questions. 2 jours plus tard, elle m'a rappelé « Marie, tu as raison d'être prudente. Cette femme a été impliquée dans 2 litiges, jamais condamnée, mais des affaires un peu troubles. L'une d'entre elles concernait un conflit d'intérêts dans une association de femmes d'affaires. Rien de criminel, mais assez pour faire lever un sourcil. Je l'ai remerciée, le cœur battant. Je savais désormais que mon intuition n'était pas une lubie de vieille mère possessive. Le soir où Julien et Camille sont revenus, j'ai préparé un dîner simple. Soupe aux lentilles, pain croustillant, un peu de fromage. Camille a complimenté le vin. Julien a ri, a parlé de leur séjour, des projets de freelance qu'il avait. Il semblait heureux, vraiment, et je me suis sentie cruelle, paranoïaque même. Puis, au dessert, Camille a posé sa fourchette et m'a regardée. « Marie, je voulais te poser une question, depuis un moment. » Elle a pris une gorgée de vin, lentement. « Jean, ton mari, il avait laissé quelque chose à Julien, non? Un héritage? Il en avait parlé une fois, je crois. » Le silence s'est abattu sur la table. Julien a rougi légèrement. « Oui, enfin... Papa avait dit qu'il voulait me transmettre quelque chose, mais il ne m'a jamais parlé de mon temps. » Camille a souri, un peu trop calmement. « Bien sûr, je me demandais juste. C'est ton fils, après tout. Il a le droit de savoir. » J'ai levé les yeux vers elle. Lentement, il saura, quand ce sera le bon moment. Elle n'a pas répondu, mais je l'ai vue serrer sa serviette un peu trop fort. Et Julien, lui, regardait son assiette. Il ne savait pas. Il ne comprenait pas encore ce qui se jouait entre nous. Ce soir-là, après leur départ, j'ai ouvert à nouveau la boîte dans la commode. J'ai relu la lettre de Jean, et j'ai sorti les documents, l'acte notarié, la copie du testament, les détails bancaires du compte en Suisse, le compte que Jean avait ouvert dans les dernières années de sa vie pour préserver une part de ce que j'ai construit, avait-il dit. J'ai tout relu, et j'ai pris une décision. Je n'allais rien dire, pas encore, parce que Julien était amoureux, aveuglé, et je savais, au fond de moi, que Camille ne voulait pas l'aimer. Elle voulait le posséder, et tout ce qui venait avec, mais je savais aussi que je ne pourrais pas garder ce secret éternellement. Alors j'ai pris une clé. J'ai ouvert le tiroir du bas, et j'ai sorti une enveloppe vierge. J'y ai glissé une copie des documents. J'ai écrit au dos, de ma plus belle écriture, à ouvrir seulement si quelque chose m'arrive, et je l'ai caché dans la bibliothèque, derrière le 3e volume de Balzac. J'ai fait ce que Jean aurait fait. J'ai protégé notre fils, avec les armes que j'avais, mais je sentais que le calme n'allait pas durer. Camille ne renonçait pas si facilement, et ce que je ne savais pas encore, c'est qu'elle aussi avait ses secrets, et qu'ils allaient bientôt me forcer à faire un choix terrible. Les semaines ont passé, et avec elles, le masque de Camille a commencé à glisser. Pas brutalement. Non, elle était bien trop habile pour ça. Mais j'ai appris à écouter entre les mots, à observer les silences, les hésitations, les regards échappés. Julien m'appelait moins. Il venait seul, parfois, pour boire un café ou m'aider à déplacer un meuble. Toujours pressé, toujours fatigué, mais il ne disait rien. Alors je faisais comme lui, je prétendais. Jusqu'au jour où il est arrivé, un samedi matin, l'air fermé, le visage pâle. « Maman, est-ce que papa t'a laissé des dettes ?» J'ai senti mon estomac se contracter. « Non. Pourquoi cette question ?» Il a haussé les épaules. «
Camille pense qu'il y a quelque chose que tu caches, que tu ne veux pas dire. Camille pense beaucoup de choses. Julien a soupiré. Elle a trouvé un reçu bancaire, dans une vieille boîte que j'ai ouverte en rangeant le garage. Un compte étranger, à ton nom. Je suis restée immobile. Il m'observait. Tu veux bien m'expliquer ? Alors j'ai menti. Pas un gros mensonge, juste un pansement. Ton père avait ouvert ce compte pour protéger un peu d'argent au cas où l'entreprise familiale tomberait. Il ne voulait pas que ça nous échappe. Mais ce n'est pas à ton nom. Ce n'est pas ton héritage direct. Et pourtant, tu l'as gardé secret, parce que c'était sa volonté. Julien n'a rien dit. Il a regardé par la fenêtre, les mains dans les poches. Tu sais, parfois, j'ai l'impression qu'on me cache la moitié de ma vie, que papa est mort en emportant tout ce que j'aurais dû savoir. Et toi, tu t'acharnes à faire comme lui. Je n'ai pas répondu, parce que quelque chose en lui s'était déjà fermé. Je reconnaissais ce regard. C'était celui que Jean avait parfois, quand il avait l'impression de ne plus maîtriser les choses. Quelques jours plus tard, Camille est venue seule. Elle a prétendu m'apporter un gâteau au citron, comme une attention polie. Je l'ai fait entrer, par courtoisie. Elle a regardé la maison avec ses yeux de conquête. Chaque bibelot, chaque photo sur le mur semblait l'intéresser. « Marie, je veux être franche avec toi. » Elle a posé le plat sur la table, lentement. « Je sais qu'il y a plus que ce que tu dis, je le sens. Et Julien mérite de tout savoir. Il saura. Quand il sera trop tard. » Elle a avancé d'un pas. « Écoute, je ne suis pas ton ennemi, mais je ne suis pas stupide. S'il y a un héritage, il doit en être informé, légalement. Tu veux parler de loi, Camille ? Très bien. Mais sache que parfois, la loi ne protège pas du chagrin, ni de la trahison. » Elle a haussé les sourcils. « Et toi, tu crois vraiment que cacher tout ça, c'est de l'amour ? C'est du contrôle, Marie. C'est de la peur. » Je me suis approchée, calme. « Tu veux savoir pourquoi je n'ai rien dit ? Parce que je te regarde, Camille. Je t'écoute. Et je sais que tu ne veux pas le bonheur de Julien. Tu veux sa sécurité, son nom, son argent. » Elle a blêmi, mais n'a pas répondu tout de suite. Puis, d'une voix froide, « Tu devrais faire attention. Un jour, tu pourrais te retrouver seule. Et quand ce sera le cas, tu regretteras peut-être de ne pas m'avoir fait confiance. » Elle est partie sans un mot de plus. Le plat au citron est resté sur la table. Je ne l'ai pas touché. Cette nuit-là, j'ai appelé mon avocat. « Maître Lambert, j'aimerais revoir les clauses du testament de Jean. S'il y a moyen de geler temporairement l'héritage, je veux le faire. » Il a hésité. « Vous pouvez le retarder si vous prouvez que les conditions sont floues ou que la personne concernée n'est pas en mesure de le recevoir pleinement. Mais vous devrez vous justifier. Alors je le ferai. » Je n'allais pas laisser Camille faire main basse sur ce que Jean avait construit toute sa vie. Pas tant que j'aurais encore un souffle en moi, mais je savais désormais que je ne pourrais plus jouer à cache-cache très longtemps. Camille allait frapper plus fort. Et Julien, lui, s'éloignait un peu plus chaque jour. Il y a des silences plus violents que les cris. Et depuis la visite de Camille, un silence épais s'était installé entre Julien et moi. Il ne m'appelait plus. Il ne répondait pas toujours à mes messages. Et quand je l'ai finalement croisé au marché, un dimanche matin, c'était comme si j'étais une étrangère. Il m'a salué, m'a demandé si j'allais bien, mais son regard ne s'est jamais vraiment posé sur moi. Je savais que Camille agissait, en douce. Elle ne m'affrontait plus directement, mais elle opérait à travers Julien. Distillait ses doutes, ses reproches, son venin. Le lundi suivant, je reçus une lettre recommandée, émanant d'un cabinet d'avocats. Un document laconique, rédigé avec la froideur des formules juridiques. Julien demandait l'accès immédiat aux éléments relatifs à la succession de Jean Dupuis, conformément à ses droits en tant qu'unique héritier direct. La lettre mentionnait également un signalement potentiel de dissimulation d'actifs. Je suis restée un long moment immobile, la lettre dans les mains tremblantes. Ce n'était pas Julien qui écrivait ça, c'était Camille. Mais il l'avait laissé faire. Il l'avait laissé franchir cette ligne. J'ai appelé Maître Lambert. « Il y a une pression externe, clairement, » m'a-t-il dit. « Mais nous pouvons répondre légalement. » Le testament stipule que la transmission du capital dépend de votre jugement sur la stabilité du mariage. Il vous confère ce droit. Je ne veux pas l'attaquer, maître,
C'est mon fils. Et lui, il vous attaque, madame. J'ai raccroché. Le cœur lourd, je n'avais plus de doute. Camille voulait me forcer la main. Et Julien, il ne voyait plus rien. Le soir même, j'ai pris un vieux service à thé de porcelaine que Jean et moi avions reçu pour nos fiançailles. Il était fêlé depuis des années, mais je le gardais par tendresse. Je l'ai posé sur la table, et j'ai observé les fissures, les fines lignes blanches qui couraient sous l'émail comme des veines d'une mémoire ancienne. C'est alors que la sonnette a retenti. Camille, encore elle. Tu m'ouvres ? Je suis venue seule. J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Elle est entrée, comme si elle vivait ici. Je sais que tu m'en veux, dit-elle, en posant son sac. Mais Julien souffre. Il ne comprend pas pourquoi tu t'entêtes. Il pense que tu ne lui fais pas confiance. Ce n'est pas lui que je ne crois pas. Elle a souri, sèchement. Tu sais, j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai même essayé de t'aimer. Mais tu es toujours dans le jugement, dans le contrôle. Tu veux décider de tout, jusqu'à l'avenir de ton fils. Elle a approché sa chaise de la table, face à moi. Tu sais quoi ? Julien n'a plus besoin de toi. Il a grandi. Il a une femme, une vie. Et il a des droits. Tu n'es plus la seule voix dans sa tête. Je me suis levée, lentement. Tu peux penser ce que tu veux. Mais il y a une chose que tu ignores, Camille. L'héritage de Jean, ce n'était pas seulement une somme d'argent, c'était un filet de sécurité, une confiance qu'il avait en moi, pas en toi. Elle a adossé les épaules. Alors tu veux quoi ? Attendre que je parte ? Que Julien se réveille ? J'attends que le masque tombe. Elle s'est levée brusquement. Tu crois que tu me fais peur ? Non, je crois que tu te fais peur toi-même. Elle est partie, furieuse, en claquant la porte. Le service à thé a vibré sous le choc. Une tasse a basculé, s'est brisée. Je suis restée là, figée. Et dans ce petit éclat de porcelaine, j'ai vu la fracture que je redoutais. Julien n'était plus mon fils comme avant. Il appartenait à un autre monde. Un monde où je n'avais plus la place d'une mère protectrice. Juste celle d'un obstacle à contourner. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que j'avais encore une carte à jouer. Une seule. Et elle pouvait tout faire basculer. Je n'avais jamais imaginé en arriver là. À me retrouver seule, enfermée dans cette maison pleine de souvenirs, à écrire des lettres à un fils qui ne répondait plus. Les murs semblaient en plus froids, les planchers plus creux. La nuit, je me réveillais en sursaut, persuadée d'avoir entendu Jean descendre l'escalier, comme il le faisait autrefois pour vérifier la porte d'entrée. Mais ce n'était que le silence, un silence habité par le doute. Je savais que je devais agir. Camille avait franchi une ligne, et Julien, même s'il n'était pas l'auteur de la lettre des avocats, en portait désormais la signature morale. Il acceptait que je sois traitée comme une ennemie. Ça, je ne pouvais pas le lui pardonner tout de suite, mais je n'étais pas sans ressources. Il y avait une personne qui connaissait la vérité, quelqu'un que Jean avait vu peu de temps avant sa mort et à qui il avait confié plus que ce qu'il m'avait écrit. André Morel, son ami d'enfance, ancien associé, aujourd'hui retraité dans un petit village près de Libourne. Ils avaient été liés comme des frères, même quand leur entreprise avait coulé. Jean lui faisait confiance. Moi aussi. Je l'ai appelé. Marie ? Quelle surprise. Tu vas bien ? Pas vraiment, André. J'aurais besoin de te parler. En personne. Tu veux que je vienne ? Non. Je préfère te voir chez toi. C'est plus discret. Il a compris tout de suite. Sa voix est devenue grave. Demain, 11h. Je t'attendrai. Le lendemain, j'ai pris la route sous un ciel gris, les essuie-glaces battant une mesure lente sur le pare-brise. Quand j'ai garé la voiture devant sa maison en pierre claire, j'ai hésité quelques secondes avant de descendre. Il m'a ouvert aussitôt. Même regard franc, même geste précis. Entre. J'ai fait du café. Je suis restée debout dans sa cuisine, les mains autour de la tasse chaude. Tu te souviens de la promesse que Jean t'a faite, avant sa mort ? Il a hoché la tête. Il m'a dit que tu serais seule face à une décision difficile, que tu aurais besoin de soutien. Il m'a aussi parlé du comte et de Camille. Il t'a parlé d'elle ? Il avait des soupçons. Il ne la connaissait pas vraiment, mais il m'a dit « Si un jour elle devient un problème, Marie saura quoi faire. Mais je veux que quelqu'un puisse témoigner si elle est mise en cause. » Je me suis assise, brusquement. « Tu as quelque chose d'écrit ? » ?»« Non, mais j'ai mieux. » Il s'est levé, a fouillé dans un vieux classeur et m'a tendu une clé USB. Jean m'a demandé d'enregistrer une conversation qu'on a eue. À l'époque, je n'ai pas bien compris pourquoi.
Mais il insistait pour qu'il reste une trace orale de ses volontés. J'ai pris la clé, les doigts tremblants. Tu l'as écouté? Une fois. C'est très clair. Il y parle de toi, de Julien, du comte. Et il dit, mot pour mot, si Marie décide que ce n'est pas le bon moment, alors ce n'est pas le bon moment. Et si on lui met la pression, c'est qu'il y a danger. J'ai retenu mes larmes. Pas pour la preuve, pour la confiance. Jean, même après sa mort, me protégeait encore. Merci, André. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, mais sois prête. Une fois que tu utiliseras ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Je suis rentrée sous la pluie battante. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi d'un sommeil profond, parce que je n'étais plus seule. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Julien. J'aimerais te voir, juste toi. Demain, chez moi. J'ai quelque chose à te montrer. Pas de réponse. Mais le surlendemain, à 18h précises, il a sonné. Il avait l'air fatigué, moins certain. Il m'a embrassé sur la joue, maladroitement. Tu voulais me dire quelque chose? Je lui ai tendu la clé USB. Ceci est un enregistrement de ton père. Il y dit ce qu'il pensait de l'héritage. Et de moi. Julien m'a regardé, méfiant. Tu crois que ça change, quoi? Camille pense que tu fais tout pour nous séparer. Et toi? Tu le penses aussi? Il n'a rien dit. Il a pris la clé, lentement. Écoute-le. Et après, reviens me parler, si tu veux. Il a hoché la tête et est reparti, sans un mot de plus. J'ai refermé la porte, et je suis restée là, debout, les mains froides, le cœur suspendu. J'avais lancé la dernière pierre. Maintenant, tout dépendait de lui. Pendant 3 jours, je n'ai eu aucune nouvelle, ni message, ni appel, pas un signe de Julien. Je savais qu'il avait écouté l'enregistrement. Il en était incapable autrement. Il ne pouvait pas ignorer la voix de son père, surtout quand elle lui parlait depuis l'au-delà, avec cette gravité tranquille que Jean avait toujours eue. Mais son silence était pire qu'une dispute. Il disait tout ce que les mots n'osaient pas. Le 4e jour, j'ai entendu des pas dans l'allée. Il était là, debout devant la porte, sans prévenir, les traits tirés, les yeux cernés. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Je l'ai écouté. J'ai simplement hoché la tête. Il est entré, sans que je l'invite. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, comme tant de fois auparavant. Mais cette fois, le poids était différent. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de ce conte? De cette volonté de papa? Tu m'as laissé croire que je n'étais pas digne de confiance. Non, Julien, je t'ai protégé. Tu étais amoureux, aveuglé, et ce que ton père m'a demandé, c'était de juger, pas d'obéir. Il m'a confié cette responsabilité parce qu'il me connaissait, et parce qu'il voulait que tu sois prêt, vraiment prêt. Il a soupiré, appuyé son front contre ses mains. Camille pense que tu nous manipules. Elle croit que tu veux me garder sous ton contrôle. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu crois? Il m'a regardé, longuement. Je ne sais plus. Ces mots m'ont déchiré, parce qu'ils venaient de lui, mon fils, celui que j'avais porté, nourri, consolé, celui que j'avais vu tomber de vélo, pleurer dans mes bras à la mort de son chien, celui qui, enfant, me disait qu'il voulait m'épouser quand il serait grand. Et maintenant, il doutait de moi. J'ai peur, maman, peur d'avoir fait une erreur, d'avoir construit quelque chose sur du sable. Ce n'est pas ton amour que je remets en question, Julien. C'est le regard que Camille porte sur toi, sur nous. Elle te pousse à rompre les liens, pas à les renforcer. Tu crois qu'elle me manipule, que je suis trop faible pour voir clair? Non, je crois que tu veux tellement aimer que tu ne vois pas quand on profite de toi. Il a baissé les yeux, silencieux. Puis il a dit, dans un souffle, elle a fouillé dans mon ordinateur. Elle voulait accéder à mes comptes. Elle dit que c'est normal, qu'on ne doit rien se cacher. Mais je ne sais pas, ça m'a mis mal à l'aise. J'ai senti une brèche, une fissure, infime, mais réelle. Tu es libre, Julien, libre d'aimer, libre de douter, mais ne laisse personne te faire croire que tu dois choisir entre elle et moi. Ce que tu construis avec Camille, c'est ton choix. Mais l'héritage de ton père, c'est autre chose. C'est ta racine. Il a hoché la tête, lentement. Je veux réfléchir. Seule. Je vais partir quelques jours, chez un ami à Biarritz. Sans elle. Tu lui as dit? Non, pas encore. Il s'est levé, m'a embrassé sur le front comme il le faisait petit. Merci pour la clé, et pour le silence. Aussi,
Je commence à comprendre pourquoi tu t'es tue. Quand il est parti, j'ai pleuré. Doucement. Pas de soulagement. Pas encore. Mais une larme différente. Une larme de mère qui sent que, peut-être, son fils commence à revenir. Mais au fond de moi, je savais que Camille ne resterait pas sans rien faire. Elle avait perdu le contrôle, et ce genre de femme ne lâche jamais sans se battre. Et je n'étais pas sûre d'être prête pour ce qu'elle préparait. Les jours suivants furent à la fois paisibles et tendus, comme si une tempête se préparait au loin. Julien m'avait envoyé un message depuis Biarritz, me disant qu'il allait bien, qu'il réfléchissait. Je n'en demandais pas plus. Le simple fait qu'il ait pris de la distance me semblait une victoire, une respiration. Mais je sentais que Camille n'allait pas rester les bras croisés. Et j'avais raison. Un matin, alors que je revenais de la boulangerie, j'ai trouvé un avis de passage coincé dans la boîte aux lettres. Le genre qu'on ne reçoit qu'en cas de procédure judiciaire. Mon cœur s'est accéléré. J'ai immédiatement appelé Maître Lambert. « Une assignation a été déposée contre vous », m'a-t-il dit après quelques recherches, pour obstruction à la succession et suspicion de détournement de fonds. Détournement ? Mais c'est absurde. C'est une tactique. Elle tente de faire pression pour forcer une divulgation. Cela ne tiendra pas devant un juge, mais cela peut salir votre nom. Je me suis assise, le souffle court. Camille allait vraiment jusqu'au bout. Elle n'en avait plus rien à faire des apparences. Le lendemain, elle m'a appelée, la première fois depuis des semaines. « Marie, j'aimerais qu'on se voie, juste toi et moi. Pourquoi maintenant ? Parce que je pense qu'on peut éviter le pire. Il suffit qu'on s'écoute. » Sa voix était douce, trop douce. J'ai accepté, non pas par naïveté, mais parce que je voulais voir dans ses yeux ce qu'elle comptait faire ensuite. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café du centre-ville, un lieu neutre, public. Camille portait un manteau beige clair, des lunettes de soleil même si le ciel était couvert. Elle s'est assise en face de moi, posée, sûre d'elle. « Je ne suis pas venue pour me battre », a-t-elle dit. « Juste pour te proposer une sortie élégante. » Élégante ? Tu donnes accès à l'héritage. En échange, je retire la plainte. Et Julien ne saura jamais ce que tu as caché, ni ce que tu penses de moi. J'ai souri. Un sourire triste. Tu crois que c'est moi qui ai honte de mes pensées ? Non, Camille. La seule qui tremble ici, c'est toi. Elle s'est penchée, plus près. Écoute bien. Julien m'aime. Il veut construire une famille. Et je suis enceinte. Les mots sont tombés comme un coup de tonnerre. Mon estomac s'est noué. Mais je n'ai rien laissé paraître. Félicitations. Je suppose que tu as déjà vérifié qu'il est le père ? Son sourire a vacillé. Juste un instant. Ne t'avise pas de salir ça. Ce bébé va tout changer. Oui, tu as raison. Il va tout changer. Parce que maintenant, il ne s'agit plus seulement d'argent. Il s'agit d'un enfant. Et tu devras te battre longtemps pour le faire grandir dans un champ de mensonges. Elle s'est levée, furieuse. Tu crois que tu me fais peur ? Non, mais je crois que tu t'es trompée de combat. Elle est partie sans se retourner. J'ai payé le café, lentement, puis je suis rentrée. Le soir même, j'ai imprimé toutes les pièces du dossier, la lettre de Jean, la copie du testament, les notes de l'avocat, le rapport de Béatrice. Et j'ai commencé à écrire. Pas à un juge, à Julien. Une lettre, simple, claire, une lettre de mère. Pas pour le convaincre, mais pour lui dire la vérité. Toute la vérité. Je l'ai postée le lendemain. Et je me suis préparée. À tout. Parce que désormais, les masques étaient tombés. Et Camille n'avait plus rien à perdre. Chaque matin, depuis que j'avais posté cette lettre à Julien, je m'éveillais avec un poids au creux du ventre. Pas de peur. Pas vraiment. Mais une sorte de vertige. Le vertige de celui qui a dit tout ce qu'il avait à dire et qui attend, désormais, que le destin réponde. Je savais que cette lettre, si elle arrivait entre de bonnes mains, pouvait tout changer, ou tout briser. Mais au fond, je n'avais plus le choix. Je devais lui parler comme une mère parle à son fils lorsqu'il est prêt à devenir homme, avec clarté, avec douleur aussi. Car dire la vérité, ce n'est jamais sans coup. 2 jours après l'envoi, j'ai reçu un message de Julien. Court, sombre. Je l'ai lu. On doit parler. Pas d'heure, pas de lieu. Juste cette certitude. Il avait enfin ouvert les yeux. Il est arrivé ce soir-là, seul. Il avait l'air d'avoir vieilli. Les cernes creusaient à son visage.
Mais il avait aussi une sorte de calme dans les gestes, une gravité nouvelle. Il s'est assis sans rien dire. J'ai préparé du thé, comme toujours. Il a attendu que je m'installe en face de lui, puis il a dit « Tu avais raison, je n'ai pas souri, je n'ai pas pleuré non plus. C'était trop tôt. Camille, elle m'a piégée. Le bébé, ce n'était pas vrai. Elle me l'a avoué hier, quand je lui ai dit que je voulais faire une pause. J'ai fermé les yeux un instant. Elle a tout fait pour me faire peur, pour que je me méfie de toi, que je te vois comme une menace. Et je l'ai cru, parce que j'avais besoin que quelqu'un me dise quoi penser. Il s'est passé une main dans les cheveux, nerveusement. Et puis j'ai lu ta lettre. Et j'ai revu papa, sa voix, ses choix, ce qu'il voulait me transmettre, ce qu'il te confiait. Et j'ai eu honte d'avoir douté de toi, de t'avoir mis dans cette position. Tu étais amoureux, Julien. Et parfois, aimer nous rend sourds. Ce n'est pas une faute, c'est humain. Il m'a regardé, les yeux humides. Je veux réparer, mais je ne sais pas par où commencer. Je me suis levée. Je suis allée chercher l'enveloppe contenant les originaux du testament et du compte. Je les ai posés devant lui. Commence ici. Comprends ce que ton père voulait vraiment. Et ensuite, décide. Pas pour moi, pas pour Camille, pour toi. Il a pris l'enveloppe, l'a ouverte lentement. Il a lu en silence, puis, d'une voix étranglée. Il avait peur que je sois influencée. Il avait confiance en toi. Mais il voulait te laisser le temps de grandir, de choisir avec ton propre cœur. Julien est resté longtemps, ce soir-là. Nous avons parlé de Jean, de leur dernière discussion, de ses doutes, de ses regrets, de tout ce qu'il n'avait jamais osé me demander. Et avant de partir, il m'a serré dans ses bras, longuement. Je vais parler à un avocat. Et à Camille, elle ne restera pas sans réaction, je le sais, mais je ne la laisserai plus manipuler ma vie. J'ai senti dans sa voix une fermeté nouvelle, une volonté, celle d'un homme qui n'était plus sous l'emprise, mais dans la reconstruction. Et maman, merci d'avoir attendu, d'avoir tenu. Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré un peu plus fort sa main. Quand il est parti, j'ai su que quelque chose avait changé. Mais je savais aussi que Camille n'accepterait pas sa défaite, pas sans une dernière tentative, pas sans livrer son ultime bataille. Et cette fois, elle frapperait là où ça fait le plus mal. La tempête ne s'était pas encore abattue, mais je la sentais dans l'air. Cette lourdeur invisible qui précède les drames. Julien avait repris le contrôle, oui, mais c'était justement cela qui rendait Camille plus dangereuse. Une femme comme elle, quand elle perd l'emprise, ne recule devant rien, et je n'eus pas à attendre longtemps. 3 jours plus tard, je reçus une convocation de la gendarmerie, plainte déposée pour abus de faiblesse, falsification de documents et détournement de succession. Une plainte signée de la main de Camille Durand. Je me souviens du moment où j'ai tenu le papier entre mes doigts. Il tremblait, légèrement, comme si mon corps entier refusait d'y croire. Camille ne cherchait plus à faire pression. Elle voulait me détruire. Je suis allée au poste, accompagnée de maître Lambert. L'officier m'a posé des questions simples, neutres, mais chaque mot était un coup. Camille prétendait que j'avais manipulé Julien, que j'avais falsifié une lettre de Jean, que j'avais intentionnellement ralenti le transfert de l'héritage pour me l'approprier. Je répondais calmement, chaque réponse appuyée par un document, une date, une preuve. Maître Lambert, stoïque, ajoutait des précisions. L'enregistrement audio de Jean fut évoqué. Une copie fut déposée. Cette plainte n'a pas de fondement, conclut-il. Elle est le fruit d'un conflit familial et d'une stratégie de pression. L'officier nota, hocha la tête et me laissa repartir. Mais je n'étais pas rassurée. Camille ne visait pas seulement l'argent. Elle visait ma dignité, mon nom. Julien, lui, était abasourdi. Il m'appela aussitôt. Je n'en reviens pas. Elle m'a menti encore. Elle m'avait promis qu'elle renoncerait à tout ça, qu'elle voulait tourner la page. Elle ne veut pas tourner la page, Julien. Elle veut écrire la fin à sa manière. Je vais tout annuler, les procurations, les comptes conjoints. Je veux qu'elle parte. Mais Camille avait un dernier atout. Elle ne partit pas. Pire, elle fit publier un article sur un site local, un texte anonyme, mais transparent. Quand l'amour cache un héritage, enquête sur une succession familiale étouffée. Mon nom n'y figurait pas, mais tout le monde dans le quartier comprit. Les regards changèrent.
les salutations devinrent froides. Je n'étais plus Marie, la veuve discrète, mais celle qui cache un trésor. Julien, furieux, se rendit chez elle pour lui parler. Il revint abattu. Elle nie. Elle dit qu'elle n'est au courant de rien, qu'elle a été piégée par une amie jalouse. Mais c'est elle. Je le sais. Son ton, ses mots. Il se tue. Puis, elle est enceinte. Vraiment, cette fois. Les examens sont là. J'ai fermé les yeux. Tu es sûre ? Elle me l'a montré. Et c'est mon enfant. Je le sens. Je ne pouvais pas lutter contre cela. Pas contre une vie à naître. Qu'est-ce que tu vas faire ? Il haussa les épaules. Je vais reconnaître cet enfant. Mais je ne vais pas l'élever dans le mensonge. Je veux la garde partagée. Je veux que cet enfant sache qui est sa grand-mère. Et pourquoi j'ai choisi de la croire. Ces mots m'ont brisé et réconforté tout à la fois. Julien était debout. Enfin. Mais la guerre n'était pas finie. Camille avait reculé, mais pas disparu. Et les mois à venir allaient décider non seulement de la paix, mais de la survie de ce que nous étions encore. Une famille. Les jours suivants furent marqués par une étrange accalmie. Une sorte de calme tendu, comme si chacun attendait que l'autre fasse le prochain mouvement. Camille n'avait pas réagi publiquement à la plainte contestée, ni à l'article retiré discrètement du site local après l'intervention de Maître Lambert. Mais ce silence-là, je le connaissais. Ce n'était pas une reddition, c'était une stratégie. Julien, lui, s'était replié. Il vivait temporairement dans un studio loué à l'extérieur de la ville. Il m'appelait chaque jour. Parfois, juste pour dire qu'il pensait à moi. D'autres fois, pour parler de l'enfant. Elle refuse la médiation, m'a-t-il dit un soir. Elle veut que tout passe par les avocats. Et elle exige une pension anticipée. C'est une guerre de position, Julien. Pas un dialogue. Tu dois rester calme, faire les choses dans les règles et garder ton intégrité. Il soupira. Je ne pensais pas que ça finirait ainsi. Je l'ai aimé, tu sais. Je le sais. Et ce n'était pas une erreur. Aimer n'est jamais une erreur. Mais parfois, on aime ceux qui nous abîment. Il y eut un silence au bout du fil. Puis sa voix, plus grave. Et si l'enfant me détestait, un jour, s'il croyait que j'avais fui, alors tu seras là pour lui raconter, pour lui dire la vérité, et un jour, il comprendra. Comme toi, tu as compris. Julien prit rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit de la famille. Ensemble, ils construisirent un dossier solide. Reconnaissance de paternité, garde partagée, proposition de médiation avec un tiers neutre. Camille refusa tout en bloc. Elle demanda la garde exclusive et tenta même d'empêcher Julien d'assister aux échographies. Mais cette fois, Julien tint bon, et il gagna du terrain. Pendant ce temps, moi, je m'effaçais. Je n'allais plus au marché. Je restais à la maison, relisant les lettres de Jean, rangeant les papiers de la succession, mettant de l'ordre dans ce que j'avais voulu protéger. Un matin, j'ai reçu un appel inattendu. Madame Dupuis, c'est Léa, la sœur de Camille. On ne se connaît pas, mais je pense que vous devriez savoir certaines choses. Sa voix était tendue, mais sincère. Camille, elle n'est pas bien. Elle fait des choses qu'on ne comprend pas. Elle ment, elle manipule. Elle a toujours été comme ça. Mais là, elle va trop loin. Et c'est cet enfant qui va en souffrir. Je suis restée silencieuse. Elle continua. Elle a tenté de convaincre nos parents que Julien voulait l'abandonner, qu'il voulait l'enfant pour lui faire du chantage. Elle est en train de tout retourner. Pourquoi me dire ça maintenant ? Parce que je ne veux pas que cet enfant grandisse dans la haine. Et vous êtes la seule, je crois, qui puisse faire face à Camille sans peur. Je la remerciais. Elle raccrocha rapidement, presque honteuse d'avoir trahi sa sœur. Mais cette conversation m'a fait comprendre une chose. Camille perdait aussi l'appui de ses proches. Et pourtant, elle n'abandonnait pas. La convocation au tribunal familial arriva 15 jours plus tard. Julien y était prêt, costume sobre, regard clair, argumentation structurée. Je suis venue, moi aussi. Non pas pour témoigner, l'avocat avait choisi de limiter mon implication, mais pour soutenir, en silence. Camille était là, rayonnante en apparence, mais les yeux cernés. Elle parlait avec aisance, jouait sur l'émotion, mais le juge restait neutre, précis. À un moment, Julien parla de moi, de mon silence, de l'héritage, de ce que son père avait voulu préserver. Ma mère m'a protégée. Elle n'a jamais cherché à me priver de quoi que ce soit. Elle a seulement attendu que je sois prêt, et aujourd'hui, je le suis, pour être père.
et pour choisir ce qui est bon pour mon enfant. Le juge hocha lentement la tête. Quand l'audience se termina, nous sortîmes sans savoir le verdict. Il tomberait dans quelques jours. Mais dans le regard de Julien, je vis déjà une réponse. Il avait retrouvé sa dignité, son axe. Et moi, je retrouvais mon fils. Mais Camille, elle, n'avait pas encore livré son dernier mot. Les jours qui suivirent l'audience furent suspendus dans un étrange entre-deux. Ni victoire, ni défaite. Juste cette attente insupportable d'un verdict qui pouvait, en quelques lignes, réécrire nos trajectoires. Julien venait souvent à la maison. Il ne parlait pas beaucoup, mais sa présence suffisait. Parfois, il s'asseyait dans le fauteuil de Jean et regardait longuement le jardin, comme s'il cherchait une réponse dans les branches des cyprès. Un matin, alors que nous étions en train de prendre le petit déjeuner, il m'a tendu une enveloppe. Elle me l'a laissée dans la boîte aux lettres. Pas de nom, pas de signature, mais c'est son écriture. J'ai ouvert doucement, une lettre, griffonnée à la hâte, des phrases courtes, saccadées, un mélange de colère et de supplication. Tu as choisi, tu m'as humilié. Mais souviens-toi, Julien, je porte ton enfant, et il saura qui tu es. Et qui est cette mère qui t'a éloigné de moi? Tu crois m'avoir battu, mais je suis toujours là, dans ton sang, dans ta mémoire. J'ai refermé la lettre, le souffle court. Elle perd le contrôle, dis-je. Elle tente de garder prise, même en tombant. Julien haussa les épaules. Elle refuse d'accepter que je pense par moi-même, que je ne sois plus sous son regard. Mais je savais que cette lettre n'était pas une simple menace. C'était une annonce. Camille allait faire quelque chose, un geste, un acte pour marquer son territoire une dernière fois. Et ce geste ne tarda pas. Le surlendemain, un bruit sourd me réveilla en sursaut. Il était 3 heures du matin. Je descendis précipitamment. Une vitre du salon était brisée. Le vent s'engouffrait dans la pièce. Sur le sol, un petit objet en plastique, une clé USB. Je l'ai ramassée, le cœur battant. Pas de message, pas d'explication. Le lendemain matin, j'ai connecté la clé à l'ordinateur. Une seule vidéo, une caméra cachée, placée, visiblement, dans le salon de Julien, à l'époque où ils vivaient encore ensemble. On y entendait des conversations banales, et puis une dispute, violente, Camille hurlant, accusant Julien de trahison, menaçant de tout détruire. Puis, un silence glacial, Julien quittant la pièce. Et enfin, ces mots à elle, murmurés, mais nets, « S'il ne me donne pas ce que je veux, je le briserai. » Lui, sa mère, et tout leur héritage de pacotille. J'ai reculé de l'écran, glacé. Camille s'était trahie, volontairement. Elle m'avait laissé cet enregistrement. Une provocation? Un aveu? Une tentative de me faire peur? Je ne savais pas. J'ai envoyé la vidéo à Maître Lambert, sans un mot, et à Julien par précaution. Le soir, Julien est venu en silence. Il avait visionné la scène. Elle a perdu le fil. Elle joue la terre brûlée. Et toi? Tu vas répondre? Il m'a regardé, calmement. Non. Je vais laisser le juge répondre à sa place. Quelques jours plus tard, le verdict tomba. Julien obtenait la garde partagée, avec droit de visite équitable. La pension serait versée sur un compte dédié à l'enfant, surveillé par un médiateur familial. Le juge avait aussi retenu les propos menaçants de Camille, comme élément perturbateur, imposant un suivi psychologique dans le cadre du dossier parental. Camille fit appel, bien sûr. Mais la bataille principale était gagnée. Julien, en quittant le tribunal, m'a regardé longuement. « Tu m'as sauvée, maman. » Pas de Camille, de moi-même, je n'ai rien dit. Je lui ai juste pris la main. Parce qu'au fond, c'est tout ce qu'une mère peut faire, tenir bon. Et attendre que son enfant revienne. Après la décision du tribunal, quelque chose a changé. Ce n'était pas une libération, pas vraiment, mais un relâchement. Comme si la tension qui nous tenait tous en alerte depuis des mois avait, enfin, cédé. Julien reprenait sa vie en main. Il s'était installé dans un appartement modeste mais lumineux, non loin de mon quartier. Il avait repris contact avec d'anciens collègues pour relancer des projets professionnels. Il riait un peu plus, mais ses yeux gardaient une ombre, la trace de ce qu'il avait traversé et de ce qu'il allait devoir affronter. Élever un enfant avec une femme qu'il ne reconnaissait plus. Je vais être père, maman, et je ne sais pas si je suis prêt. Personne ne l'est jamais, Julien. Mais tu seras présent. C'est ça,
Être père, ce n'est pas être parfait, c'est être là. Il souriait à ces mots, un sourire fatigué, mais sincère. Camille, quant à elle, avait disparu des écrans. Elle refusait toujours la médiation. Les échanges concernant la grossesse se faisaient par l'intermédiaire d'un professionnel. Julien n'était pas autorisé à l'approcher directement, sauf pour les rendez-vous médicaux, où elle ne manquait jamais une occasion de jouer la victime. Mais elle ne dominait plus la scène. Elle existait en marge, en désordre. Un jour, Julien m'appela, ému. Je l'ai vue, maman, sur l'échographie. C'est une fille. Je suis restée silencieuse. Les larmes me montaient aux yeux. Une fille, tu te rends compte? Et elle bougeait. Elle avait la main sur la joue. Je l'ai regardée, et tout est devenu réel. Elle a déjà de la chance, cette petite. Elle aura un père qui sait ce que c'est, tomber et se relever. Il m'a proposé de choisir le prénom ensemble. J'ai refusé poliment. Ce n'était pas mon rôle, mais il insista. J'aimerais qu'elle porte le prénom de papa. En hommage, si c'est possible. Jean, Jeanne. Simple, fort. Je n'ai pas pu parler tout de suite. Ce choix me transperçait le cœur. Pas par douleur, par reconnaissance. Jeanne, alors, les semaines passèrent. Julien se préparait. Il avait acheté un lit, repeint une pièce en blanc cassé. Il m'envoyait des photos. Il me demandait conseil sur les biberons, les langes, les couleurs. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je respirais. Mais il y avait encore des plaies ouvertes. Un soir, il me dit « Tu crois qu'elle essaiera de me reprendre, Jeanne ? Elle essaiera. Peut-être. Mais tu es fort maintenant. Tu es préparé. » Il secoua la tête. « J'ai peur qu'elle l'utilise, comme une arme, comme elle m'a utilisé, moi. Alors tu seras le bouclier de ta fille. Et si un jour elle se blesse, tu seras là pour la soigner. Comme toi, tu l'as été. » Je posai ma main sur la sienne. Le silence était doux, cette fois. Pas pesant, juste, dense. Comme un silence entre deux êtres qui n'ont plus besoin de mots pour se comprendre. Puis, sans me regarder, il ajouta « J'aimerais que tu sois là, le jour de la naissance. Si tu veux. Bien sûr que je veux. » Il sourit. Et dans ce sourire, il y avait le garçon qu'il avait été. Et l'homme qu'il était devenu. Mais je savais que Camille, même effacée, n'avait pas dit son dernier mot. Elle n'avait jamais supporté de perdre. Et avec la naissance approchant, elle pourrait tenter un dernier coup. Le message arriva à 6 heures du matin. Un simple mot de Julien. C'est maintenant. Je n'ai pas réfléchi. J'ai attrapé mon manteau, mes clés, et j'ai conduit sans penser, les mains crispées sur le volant, le cœur battant comme à 20 ans. La maternité était à 20 minutes, mais chaque feu rouge me paraissait une éternité. Quand je suis arrivée, Julien m'attendait à l'entrée. Il était en tenue d'hôpital, pâle, nerveux, les cheveux en bataille. Elle est en salle de travail. Ça a commencé vers 4 heures. Les contractions sont régulières. Tu es avec elle ? Non. Elle ne veut personne. Pas même sa sœur. Je l'ai regardé, sans parler. Il s'est effondré dans mes bras. J'ai peur, maman. Et je suis en colère. Je voulais que ce jour soit différent. Et je suis là dans le couloir, comme un étranger. Tu n'es pas un étranger. Tu es le père de cet enfant. Et dès qu'elle naîtra, tout changera. Nous avons attendu. Longtemps. Le personnel entrait et sortait. Des cris résonnaient parfois derrière les portes. Julien restait debout, les yeux fixés sur l'horloge murale. À midi, une sage-femme est venue l'appeler. C'est fini. Elle a accouché d'une petite fille, Jeanne. Elle va bien. Il a levé les yeux vers moi, plein d'eau. Je peux la voir ? Bien sûr. Suivez-moi. Il s'est tourné vers moi, hésitant. Tu veux venir ? J'ai failli dire non, par pudeur, par respect, mais il insista. Elle doit te connaître. Toi aussi. Je l'ai suivi. La chambre était silencieuse. Camille dormait, le visage pâle, les cheveux collés à son front. La petite était dans un berceau transparent à côté du lit, minuscule, enveloppée dans une couverture blanche, les mains serrées contre son visage. Julien s'en est approché lentement. Il s'est penché, a effleuré la joue de sa fille. « Bonjour, Jeanne. » Sa voix tremblait. Moi, je restais près de la porte, immobile. Puis, il s'est tourné vers moi. « Viens. » J'ai approché. J'ai regardé ce petit être, et j'ai senti quelque chose en moi se relâcher. Une tension vieille de moi. D'années, peut-être. Elle respirait doucement. Elle était là, réelle. Et malgré tout, malgré Camille, malgré les batailles, elle avait le droit à un avenir. Je n'ai pas parlé.
J'ai juste posé une main sur le berceau. Camille s'est réveillée quelques minutes plus tard. Elle nous a vus. Ses yeux se sont plissés, méfiants. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Julien s'est redressé. Il parlait calmement, fermement. Elle est la grand-mère de Jeanne, et elle a toute sa place ici. Ce n'est pas à toi de décider. Non, Camille, c'est à nous deux. Mais si tu continues à vouloir exclure tout ce qui ne t'arrange pas, tu vas finir seule. Camille a détourné le regard. Tu crois que je vais te laisser l'emporter? Que tu vas faire de moi la folle de service? Je ne veux pas t'enlever ta fille. Je veux l'élever avec elle, et lui offrir une famille stable, même si ce n'est pas la nôtre. Un silence lourd s'installa. Puis Camille murmura « Elle te ressemble. Elle aura besoin de nous deux. Et moi, je serai là. » Il s'est tourné vers moi, puis vers sa fille. Et maman aussi. Elle a déjà fait plus que beaucoup. Et elle continuera. Camille ne répondit pas. Nous sommes restés là un moment. Puis, doucement, Julien me proposa de prendre Jeanne dans mes bras. J'ai hésité, mais quand elle fut contre moi, tout redevint limpide, comme si je portais Julien à nouveau, comme si la boucle se refermait et s'ouvrait à la fois. Je savais que le plus dur n'était pas derrière. Élever un enfant dans ces circonstances ne serait pas simple. Mais quelque chose venait de naître ce jour-là, quelque chose de plus fort que les mensonges, plus solide que les rancunes, quelque chose qu'aucune plainte, aucun article, aucune manipulation ne pourrait effacer. Une nouvelle vie, une vérité vivante. 3 mois ont passé depuis la naissance de Jeanne. 3 mois de nuits hachées, de biberons, de couches, de rendez-vous médicaux et de moments suspendus. 3 mois d'une vie nouvelle, imparfaite, mais résolument vivante. Julien a transformé son appartement en cocon. Il s'est mis à travailler depuis chez lui, organisant ses horaires autour du rythme de Jeanne. Il est fatigué, souvent débordé, parfois perdu, mais il tient bon. Et je suis là. Chaque matin, je passe 1 heure ou 2. Je l'aide à préparer le bain, à plier le linge. Je reste assez pour soutenir, pas assez pour envahir. Camille a fini par accepter un arrangement. Elle a renoncé à l'appel. Officiellement, la garde est partagée. En pratique, elle voit Jeanne quelques jours par mois. Elle reste distante, froide, mais elle respecte les termes. Peut-être par lassitude, peut-être parce qu'elle a compris que ses stratégies ne fonctionnaient plus. Un après-midi, Julien et moi étions assis sur le tapis, Jeanne entre nous, babillant en agitant ses petites mains. Il m'a regardé longuement. « Tu crois qu'elle sent tout ce qu'on a traversé ? » Pas encore. Mais elle le saura, un jour, et ce sera à toi de choisir comment tu lui raconteras. Il a pris un instant avant de répondre. Je veux qu'elle sache que rien n'était parfait, mais qu'on a fait de notre mieux. Surtout toi. Je n'ai pas su quoi dire. Alors je l'ai simplement regardé poser Jeanne contre son torse, lui chanter doucement une berceuse qu'il inventait au fil des mots. Et j'ai vu, là, l'homme qu'il était devenu. Pas malgré les épreuves, mais grâce à elle. Le soir, seule chez moi, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert un cahier et j'ai commencé à écrire. Pas un journal, pas des mémoires, juste des lettres. Pour Jeanne, ma petite Jeanne, il y a des choses que seul le temps rend visibles. Les vérités qu'on garde dans les silences, les batailles qu'on mène sans bruit, les choix qu'on fait en espérant ne pas se tromper. Ton père m'a tant appris, et toi, sans le savoir, tu as refermé des blessures que je croyais définitives. Je continuais, chaque soir, quelques lignes. Julien le savait. Il n'a jamais demandé à les lire. Mais un jour, il m'a dit « Garde-les, pour elle, quand elle aura 18 ans, ou quand elle voudra comprendre, pas avant. » Et c'était juste. Je ne cherchais plus à réparer le passé. Il avait eu lieu, avec ses douleurs, ses silences, ses cris retenus. Mais il avait laissé la place à quelque chose de plus grand que lui, une transmission. Pas de fortune, pas de secret, mais d'amour, d'humanité, de vérité. Jean aurait été fier, je le sens parfois, dans l'air, dans le bois de cette maison, dans les gestes de Julien. Un matin, alors que je faisais le ménage, j'ai ouvert la boîte où je gardais ses lettres. J'ai relu la dernière. Tu sauras quand ce sera le moment. Tu sauras parce que tu l'auras vécu. Et j'ai compris. Le moment, ce n'était pas quand Julien s'était marié, ni quand Camille avait disparu. C'était maintenant, parce que j'avais tenu, parce qu'il avait compris, parce qu'une petite fille aux yeux brillants vivait entre 2 mondes avec un avenir qu'on lui avait enfin rendu libre. Et moi, je pouvais enfin respirer.